son domaine. Bien sûr, Atari n'est pas seul. Il y a l'Intellivision, soutenue par le géant du jouet, Mattel. Il y a aussi la ColecoVision, une puissance inégalée et d'excellentes adaptations d'arcade, dont le célèbre Zaxxon, qui donne même naissance à un jeu en carton. Enfin, la petite dernière, la Vectrex, avec son écran incorporé à graphisme vectoriel. Mais rien à faire, la concurrence ne rivalise pas avec l'Atari 2006. Et puis, en 1983, c'est le grand crash. Surproduction, baisse des prix, brutalement, tout le monde perd de l'argent. Ils ont perdu tellement d'argent qu'ils ont pris peur. Et jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, les leaders d'un secteur n'avaient abandonné leur activité. Et c'est exactement cela qu'a fait Atari. Ils ont pensé que c'était fini. Nintendo ne commettra pas la même erreur. Dans les années 70, c'est une petite société familiale spécialisée dans les jeux de cartes et les gadgets les plus improbables. En 1983, les ingénieurs de Nintendo inventent une console à cartouches. Le Family Computer de Nintendo submerge le Japon. Le succès de Nintendo repose pour une bonne part sur cet homme, Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong et de Mario. Mario incarne un gentil personnage bien éloigné de la violence supposée des salles d'arcade. Avec ses gentils monstres et ses champignons pas trop hallucinogènes, il rassure les parents qui se moquent bien de savoir que Mario dicte sa loi à tous les éditeurs qui créent des jeux pour lui et parle d'égal à égal avec les plus grands groupes industriels. Le succès de la NES, la Nintendo Entertainment System, est mondial. Le marché américain est conquis en 1986, si complètement qu'Atari intente à Nintendo un procès pour monopole. Pour les joueurs, la guerre des constructeurs importe peu. Ce qui compte, c'est que les jeux vidéo ne sont plus une mode, qu'ils ont leur place dans les foyers. Une véritable industrie est née, avec ses sociétés, ses artistes, ses médias. Quatrième étape et quatrième console phare, la Mega Drive. Sega, dont la Master System n'avait pas pu lutter contre Nintendo dans l'univers des consoles 8 bits, prend sa revanche avec la Mega Drive, qui fait presque jeu égal avec la Super NES aux États-Unis et s'impose en Angleterre, premier marché européen. Derrière Sonic et Mario se dressent des groupes dont les chiffres d'affaires se mesurent désormais en milliards de dollars. Mais dès 93, les 16 bits commencent à vaciller, les joueurs veulent toujours plus de technologie, le PC commence à s'éveiller sur le front ludique et une nouvelle génération de machines est en préparation dans les labos de développement. Et c'est l'entrée d'un troisième larron dans la bagarre, Sony et sa PlayStation qui s'impose comme la machine nouvelle génération. Si Nintendo et Sega sont des géants à l'échelle des jeux vidéo, ils ne peuvent rien contre le rouleau compresseur Sony dont le chiffre d'affaires est 10 fois supérieur au leur. Les jeux vidéo, c'est une belle histoire. Des ancêtres des années 70 jusqu'aux petits bijoux technologiques d'aujourd'hui, la route fut longue. Et encore, on ne vous a pas tout dit. Allez, on vous raconte ? Et oui, on vous a pas tout dit parce que là, dans ce sujet, on dit que Nolan Bushnell est le père des jeux vidéo. Mais comme tu me le disais, Philippe, pendant le sujet, c'est qu'un copieur. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque le père des jeux vidéo, en fin de compte, est Ralph Baer, en 1972, qui a sorti la Maniacs Odyssey que nous avons ici sur le plateau. Tadam. Et qui est vraiment la machine qui a inspiré Bushnell lorsqu'il créa Pong en 73 en arcade. Voilà. Oui, mais il y a eu encore avant ça, avant Ralph Baer. Ouh là là. Il y a eu, alors là, c'était expérimental, c'était un oscilloscope. Voilà. En vraiment... 1958, donc c'était vraiment des gens très sérieux, rien à voir avec les jeux vidéo. Avant, les jeux vidéo, c'était pour les ingénieurs. C'était les ingénieurs tout à fait sérieux qui avaient branché un ordinateur analogique, puisque c'était la seule technologie de l'époque, sur un oscilloscope et qui avait créé une espèce de tennis avec un petit filet, des petits raquettes qui s'envoyaient une balle. Donc vraiment l'ancêtre de Pong, et ça c'était en 1958. Et ça s'appelait Tennis for Two. Tennis for Two. Tennis for Two, il me semble, ouais. Oh là là, j'ai bien appris, oh là 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 là. Et puis suite à ça, eh bien, il y a eu le Computer Space. Pas tout de suite d'ailleurs, le voilà, Computer ça Space. C'était plusieurs années. Mais c'est quoi tout ça? Alors, tu ne le verras certainement c'est génial, jamais c'est la physiquement. première fois de ma vie que j'apprends quelque chose à Alex en matière de jeux vidéo. Eh bien oui, parce que figure-toi qu'au MIT, dans le Massachusetts, eh bien en 62, il y a des étudiants qui ont mis au point le Space War, qui était un
un jeu vidéo où il fallait dégommer. C'était pareil, un oscilloscope avec un ordinateur derrière. PDP-1, c'est ça? PDP-1, c'est digital. Oh là là! Machine très bien chère. m'étonner mon émission, moi. Hein. Ça calme tout le monde, ça, je suis sûr. C'est une émission très culturelle. C'est très culturel. Tellement culturel qu'on peut dire que Space War se retrouvera bien plus tard sur la Vectrex ensuite. Et on jouable à deux avec les petits vaisseaux, les petites étoiles, les petites planètes, exactement pareil. Voilà. Ça, c'est les prémices. C'était ça. Et le Space War, donc créé au MIT par des étudiants, Bushnell s'en est inspiré pour créer le Computer Space, qui est sorti ou qui n'est pas sorti? Qui est sorti en 66, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès, puisque les composants avec lesquels il est fabriqué coûtaient beaucoup trop cher. Donc ça n'intéressait personne de mettre plusieurs millions de dollars pour une plusieurs machine. Millions de dollars. Déjà aujourd'hui, on a un petit peu de mal à mettre 3000 francs quand il faut mettre 1000 francs. Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Donc voilà, alors tout ça c'était les balbutiements. Et puis effectivement, il y a Ralph Baer qui est le vrai père des jeux vidéo et qui d'ailleurs, je sais pas comment il l'a pris qu'on lui vole la vedette comme ça avec Nolan Bushnell. Mais effectivement, c'est lui qui a créé la première console domestique, qui s'appelle donc l'Odyssée, et qui fonctionnait sous un mode un petit peu étrange puisque c'était vraiment des calques composés à l'écran et qui étaient, je sais pas combien il y avait de jeux disponibles. Environ une quinzaine de jeux maximum. Donc déjà, c'était la première console et c'était la première avec laquelle on pouvait jouer à plusieurs jeux différents. Donc c'était deux révolutions d'un coup. Et puis en plus, je sais pas à quel prix elle est sortie, si je le sais. Elle était à une centaine de dollars, donc. Je sais tout moi. Donc à l'époque, ça faisait. J'en ai vraiment aucune idée. 600 bons francs, quoi. 600 bons francs. Certainement. C'est pas cher. Et 600 francs de l'époque, ça fait beaucoup plus que maintenant. Ça fait 3000 francs d'aujourd'hui, tu crois? Peut-être. Ça, c'était donc en 72. Et Bushnell, il a sorti son Pong en arcade. Voilà, en 73. Donc déjà après l'Odyssée. Et donc il a adapté, comme on l'a vu dans le sujet, son Pong en console familiale. Et puis alors là, c'était le début vraiment de l'ère jeu vidéo parce que ça inspirait vachement de monde, vachement de constructeurs. Et on a vu du Pong arriver dans tous les sens. Partout. Je voudrais défendre Bushnell parce que quand même, c'est vrai que c'est peut-être pas lui qui a créé le jeu vidéo, mais enfin c'est lui qui l'a fait connaître quand même. C'est quand même avec l'Atari 2600, avec le Pong d'abord, et avec l'Atari 2600 que c'est rentré vraiment dans les foyers, qu'on en a parlé, que tout le monde s'y est mis mondialement. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'était pas l'inventeur, mais quand même il fallait vivre la vague. C'est les premières consoles à succès en tout cas. Voilà. Effectivement. Quelque chose à rajouter. Alex, il est sidéré. Moi, je bois les paroles de ces gens parce que j'entrave pas grand chose à ce qu'ils disent pour l'instant. J'attends qu'on parle de trucs du japonais, vous voyez. Là, ça je pourrais plus en parler déjà. Comme Alex, il dit rien, il écoute, il fait la tête. Si vous attendez qu'on arrive à l'an 2000, après on la ramènera un peu plus, mais là on apprend un peu. Mais bon, Pong et l'Odyssée, etc., c'était quand même une super révolution à l'époque. C'était au moment de ma naissance, disons. C'était en quelle année? En tout cas, moi je suis née après l'Odyssée, en fait. Oui, moi aussi. Donc j'ai pas connu tout On ne ça. dira pas l'âge de Juliette à l'antenne. Non, vous ne saurez rien. Mais on peut le dire. c'est pas moins de 20 ans, Alex. Mais c'était en tout cas une vraie révolution. Ça restait quand même super limité pour les joueurs. C'était peut-être encore pas l'extase. Je sais pas comment ça a été accueilli à ce moment-là sur le marché des jeux vidéo. L'Odyssée en 72 n'a pas bien marché parce que moi la faute en a encore un petit peu à Maniavox puisqu'ils vendaient l'Odyssée, la toute première console familiale du monde en fin de compte, comme étant une extension de leur téléviseur. Maniavox ils font toujours des appareils électroménagers, des télévisions de chaîne IFI aux USA. Et donc je pense que ça n'a vraiment pas beaucoup favorisé la vente de la console. Ils en ont vendu en tout 100 000 je crois. Ah ouais, ce qui est vraiment très négligeable. C'était un accessoire de la télé, une petite erreur marketing en fait. Petite erreur marketing. Tandis que Nolan Bushnell, effectivement, niveau marketing, ça a attrapé fort. Il n'y a pas, il s'est vraiment posé là. Alors, par contre, en 75, c'était vraiment le début où le public s'est rué un petit peu sur les consoles avec les consoles Pong Atari qui venaient juste de sortir, qui étaient une soixantaine de dollars, je crois, quelque chose comme ça, et qui était très simple d'utilisation puisqu'on branchait la console sur l'antenne, on mettait on et hop, ça marchait, on avait les petites raquettes. Un peu comme maintenant. Beaucoup plus simple encore. On a du mal à s'imaginer quand même qu'on puisse s'extasier sur deux petites raquettes, une petite balle, et puis... à l'époque, c'était extraordinaire. Moi, je me souviens, quand je l'ai eu, j'ai craqué. Ce qui était fantastique, c'était la première fois qu'il y avait une interactivité avec un écran de télé. On était toujours habitué à regarder la télé comme ça, passivement. Et d'un seul coup, il y avait une interactivité. Moi, j'en revenais pas, j'étais vert. Ça y est, ça juste passe quelque chose. Attends, touche une manette, un bout de plastoc et hop, ça réagit à l'écran. Et en fait, c'est Pong qui a vraiment donné l'idée, effectivement, à des constructeurs de s'y mettre, mine de rien. Et puis, il y a eu Fairchild qui a sorti la Channel F, alors qui est passé un petit peu plus inaperçu. Moi, sur Internet, j'ai eu plus de mal à trouver des infos sur la Channel F. Qu'est-ce que c'est, la Channel F? La Channel F, c'est la première console à cartouche, en fait,
où il y avait des jeux programmés sur différentes cartouches. Alors elle n'a pas eu un succès tonitruant. Non, elle a il me très semble. peu marché. C'était C'était assez entendu sommaire, parler. mais c'était intéressant. Ah, j'apprends aussi.